Bonsoir tout le monde, donc cette fois je fais la vidéo chargée psychologiquement, comme ça je peux mettre ça de côté et puis je vais pouvoir reparler d'autres sujets. Euh, En fait j'avais fait une vidéo qui durait à peu près 1 heure, mais je trouvais qu'il y avait un peu trop de déchets dedans et donc voilà, déjà 1 heure c'est un peu trop long. Donc je vais essayer de faire mieux dans cette vidéo aussi pour pouvoir la publier. En fait, pour commencer, il faut que je parle de deux trois choses dont j'avais parlé auparavant par rapport à la psychologie d'ailleurs. Euh, il y a un certain moment déjà, j'avais comparé les créatures d'Halloween avec certaines pathologies. Alors là, on est un peu dans le fantastique, voire dans le fictionnel complet. Donc, pour les personnes qui sont vulnérables et qui prendraient ça au premier degré, ben c'est pas vraiment intéressant parce que c'est pas l'effet escompté auquel on arrive. Et donc, c'est mieux de passer par l'analyse pragmatique, c'est-à-dire de parler des comportements des différentes pathologies. Donc c'est ce que je vais faire ici. Euh, donc voilà, j'avais aussi parlé de l'enfer de Dante parce que la phrase qui est écrite aux portes de l'enfer, c'est vous qui entrez ici perdez toute espérance. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'il y a quand on sombre dans le côté obscur de la psychologie. Et c'est ici que je vous emmène. Donc pour les personnes qui sont vulnérables psychologiquement, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Ça pourrait vous trigger, entre guillemets, comme ils disent du côté anglophone. C'est-à-dire faire sortir en vous des émotions assez négatives que vous auriez du mal à gérer. Donc voilà, réfléchissez à 2 fois, faites ce que vous voulez, mais je vous préviens quand même avant. Alors aussi, j'avais parlé de la série L'Aliéniste, où j'avais posté une vidéo par rapport à cette série-là. Un aliéniste, en fait, et c'est pour ça que j'ai mis ce pull-là, je sais pas si on le voit. Voilà, c'est E.T., parce que c'est extraterrestre, donc c'est un peu rapport avec Alien. Je rappelle l'étymologie d'extraterrestre, ça veut simplement dire hors de la Terre, parce qu'il y a ex et puis terrestre. Et, euh, et en fait, le mot aliéniste, il a comme racine alien, et alien, ça veut dire étranger dans son étymologie. Donc un aliéniste, il s'occupait des aliénés, et les aliénés, c'était des personnes qui étaient étrangères à elles-mêmes. Donc voilà, c'était le mot qu'on utilisait pour les psychiatres d'aujourd'hui, un aliéniste. Et donc voilà, la série, elle parle de ça. Et en fait, j'ai publié un moment spécifique de la série parce qu'on le voit, qui est en train de réfléchir et qui se dit qu'il doit lui-même aller dans le sombre pour pouvoir comprendre la personne sur laquelle il enquête, qui commet des crimes. Et donc il se dit je dois me mettre dans sa peau quitte à aller en enfer moi-même, quelque chose comme ça. Et donc c'est ça qui est compliqué avec la psychologie. Alors vous avez les narcissiques eux, qui s'intéressent à la psychologie mais de manière assez détachée et hautaine, ce qui diminue fortement la qualité puisque c'est pas eux qui font les recherches. Eux ils utilisent plutôt les écrits des autres, etc. Mais ils sont pas concernés proprement, donc le niveau d'analyse est complètement réduit. Et c'est ça que j'aime pas trop en fait, c'est de se sortir de la condition humaine pour faire genre que on n'est pas comme les autres ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, on pourrait chacun être concerné par toutes les pathologies dont je vais parler parce que ça dépend de l'environnement, ça dépend de sa construction personnelle, ça dépend de plein de facteurs. Alors si on a de la chance entre guillemets, on sera pas concerné par l'une d'elles ou peut-être pas. Enfin pour moi, on sera concerné au moins par certaines qui sont moins profondes, mais en tout cas, voilà, dans sa vie, si on traverse pas ça, on a de la chance. Mais c'est pour ça qu'il faut se moquer ou je sais pas quoi, parce que ça pourrait nous arriver. Alors, justement, par rapport au narcissisme, moi, j'ai un peu d'ego par rapport à ça, voire un peu plus qu'un peu. Pourquoi? Parce que j'ai eu durant toute mon existence, des relations conflictuelles avec ce genre de pathologie, et donc mon ego, il va pas bien par rapport à ça. Du coup, je ne suis pas très objectif par rapport à la récurrence avec laquelle je parle de ce sujet. Mais, euh, mais j'essaye d'être un maximum objectif dans mon analyse de ce qu'est le narcissisme, même si parfois mon ego sort et donc je diminue en objectivité, en qualité, et ça, c'est pas bon. Mais voilà, je vous préviens, quoi. Comme ça, vous savez faire la part des choses, parce que j'ai pas envie qu'on m'accorde un crédit que je mérite pas, ou alors qu'on me retire un crédit que je mériterais. Et donc, pour ça, c'est comme quand vous lisez un livre. Il faut pas boire les paroles de l'auteur comme si c'était de l'eau bénite, mais il faut avoir un esprit critique et savoir dire avec ça je suis d'accord, avec ça je suis pas d'accord, parce que ceci, parce que cela. Et voilà, donc
quand vous regardez du contenu ou quoi, faut pas regarder comme si la personne avait raison parce qu'elle passe dans un écran, mais plutôt vous dire est-ce que je suis d'accord ou pas avec ça, et voilà, plutôt comme ça qu'il faut fonctionner. Et surtout argumenter, il faut parce que c'est pas juste j'ai pas envie, non, il faut expliquer. Il faut s'expliquer avec son propre esprit, c'est un peu ça la démarche. Donc voilà, je pense que j'ai un peu présenté l'être. Alors comme je dis au niveau du narcissisme, voilà, c'est des gens qui vont créer un faux self pour pallier un manque de construction, et ce faux self est tout puissant, etc. dans sa façon de se concevoir, et il doit être nourri, donc ils ont besoin d'attention pour nourrir ce faux self, etc. les narcissiques, donc ça c'est important de comprendre. Mais je vais pas commencer par cette pathologie-là, j'y reviendrai plus tard. Je vais déjà vous dire de quelle pathologie je vais parler, parce que c'est celle que je connais de par mon expérience, parce que j'ai vagabondé. Et d'ailleurs, je trouve que le vagabondage, entre guillemets, apporte beaucoup, parce que justement, on se confronte à des situations, et on aurait beaucoup à gagner à interviewer des gens qui sont marginalisés par la société, plutôt que d'être indifférents par rapport à eux. Ça, c'est une pathologie en particulier qui mène à ça, mais je l'expliquerai plus tard. Alors, les pathologies que je connais, moi, c'est borderline, narcissique, schizophrène, autiste, sociopathe et psychopathe. Pour moi, il y a une triade noire dans les pathologies que je connais, que j'ai élaboré moi-même, de par ce que j'ai théorisé et de par l'expérience que j'ai. Pardon. Alors, la triade noire, pour moi, c'est narcissique, sociopathe et psychopathe. Pourquoi, par exemple, je mets les narcissiques dans la triade noire et pas les borderline? Parce que les borderline peuvent avoir des comportements toxiques. Pour certaines personnes, elles estiment que peut-être les borderline devraient être dans la triade noire. Parce que pour moi, les borderline, ils ont de l'empathie, même si c'est pas entièrement, même si à cause de leur souffrance, ils sont quand même basés sur eux-mêmes. Tandis que ceux dans la triade noire, particulièrement, ils n'ont pas d'empathie. Alors, ce qu'il y a de spécial, c'est que les psychopathes et les sociopathes savent qu'ils n'ont pas d'empathie, mais ils s'en foutent. Et ce qui est spécial avec les narcissiques, c'est pour ça qu'on en parle autant aussi, il n'y a pas que moi, c'est parce que eux, ils se font une image d'eux-mêmes, comme s'ils avaient de l'empathie alors qu'ils n'en ont pas. C'est juste une image qu'ils se font d'eux-mêmes. Mais concrètement, vous voyez clairement une dissociation entre le comportement qu'ils ont envers autrui et la considération qu'ils ont, et par rapport à ce qu'ils racontent. Voilà, c'est ça le piège. C'est que on respecte plus quelqu'un qui nous dit la vérité. Pourquoi? Parce que on sait comment se positionner pour pas créer le danger et l'insécurité, tandis que quand quelqu'un nous ment, on se positionne mal, et donc on se fait surprendre par la fatalité, et ça crée des abus qui traumatiques. Et donc c'est pour ça que les narcissiques, ils sont pas beaucoup aimés par rapport à ça, parce qu'ils abusent du mensonge, etc. Mais parfois, c'est pas fait exprès, parce que ils protègent l'image d'eux-mêmes. Le narcissisme, c'est basé sur l'image, sur la honte, clairement. Donc ça, il faut que vous le compreniez. Quand une personne est dans le déni, c'est parce que elle serait trop faible de sortir de ce déni. Ça pourrait créer un effondrement. Et donc voilà. Moi, je commence à comprendre ça. Donc avant, ça m'énervait, donc j'avais tendance à pousser les narcissiques dans leur retranchement. C'est-à-dire quand ils entraient dans le déni et qu'ils me racontaient quelque chose qui n'avait rien à voir et tout, j'ai tendance à me fâcher. Maintenant, je me dis oh là là, la personne elle est déjà pas bien, donc c'est bon, je vais laisser, parce que voilà, c'est un réflexe que j'ai appris à avoir, que j'avais pas avant. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Et donc voilà, ça c'est pour le début. Donc la triade noire actuelle, on dit le machiavélisme dedans, par exemple. Pour moi, c'est un comportement, le machiavélisme. Donc, c'est pas un titre. Pour moi, le titre qui correspond à machiavélisme, c'est psychopathe. Le titre qui correspond à sadique, c'est narcissique. Et le titre qui correspond à violent, agressif, c'est sociopathe. Donc, vous voyez que faut pas mettre des comportements comme titre, faut mettre les pathologies qui correspondent. Alors, pourquoi moi, ma triade noire, c'est ça. Alors, je vais parler des borderline. L'état borderline, c'est exactement le même état que celui que vous avez en CPTSD, c'est-à-dire en complexe post-traumatique stress disorder, du côté anglophone. C'est-à-dire que c'est un état post-traumatique.
et qui génèrent de l'angoisse parce que vous faites abuser. En fait, les narcissiques, ils ont quelque chose de spécifique dans leur interaction, c'est qu'ils font disparaître l'existence de l'autre pour revaloriser la leur. C'est une façon de procéder. Alors qu'en fait, c'est pour ça que c'est pathologique, parce que quand on veut revaloriser son existence, il faut se centrer sur soi. Il faut pas essayer de détruire l'autre pour se revaloriser, parce que ça ne changera rien. C'est ce que j'avais expliqué. Être et avoir, c'est pas la même chose. Quand on veut avoir un truc, on va le chercher à l'extérieur. Quand on veut être, on se concentre vers l'intérieur. Or, les narcissiques, ils ont une confusion avec ça, c'est-à-dire que pour être, ils vont chercher à l'extérieur, ce qui fait qu'ils font que détruire à l'extérieur sans jamais être. Donc c'est ridicule de faire ça. Mais bon, ils comprennent pas. Alors, enfin si, certains comprennent pas, mais les plus pathologiques ils comprennent rien là-dessus. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ouais, les borderline, c'est comme s'ils s'étaient fait hacker entre guillemets par le narcissique, donc ils ont un conditionnement interne qui s'est narcissisé, mais ils ont une partie qui est empathique, c'est-à-dire borderline, c'est-à-dire état limite, c'est un pied dedans, un pied dehors. Le pied dehors, c'est le pied qui est dans l'illusion narcissique, et le pied dedans, c'est le pied qui est resté connecté à la réalité, à la logique, et donc à une forme d'empathie. Et en fait, ce qui fait que les borderlines sont toxiques, c'est la part illusoire narcissique qui crée une dérégulation émotionnelle interne. Et donc, ça crée des comportements instables de la part des borderlines. C'est pour ça qu'ils peuvent être considérés comme toxiques de par la mauvaise gestion de leurs émotions. Les narcissiques, ils gèrent mieux leurs émotions. Pourquoi ? Parce que ils ont l'illusion narcissique à coloniser l'entièreté de leur cerveau. Du coup, ça a enlevé l'angoisse de ne pas être à la hauteur au niveau empathique. C'est-à-dire que les narcissiques, c'est pour ça que je les mets dans la triade noire. Pour moi, ils ont abandonné l'empathie et ils se sont centrés sur l'illusion, c'est-à-dire l'image d'eux-mêmes. Et dans l'image d'eux-mêmes, ils croient qu'ils sont empathiques, mais ils ne le sont plus, puisqu'ils ne sont plus connectés au réel de l'interaction avec autrui. Ils sont dans le déni, ils rejettent, blablabla et tout ça. Donc c'est une communication impossible, et pour eux, ça vient de la faute de l'autre et tout ça, parce que l'image se protège tout le temps elle-même. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez profond, l'air de réel narcissisme, hein. Donc il y a ça le rapport entre les narcissiques et les borderline, parce que l'un peut générer l'autre aussi. Le narcissisme peut générer l'état borderline, mais l'état borderline peut générer un état narcissique. Comme les borderline sont assez vindicatifs parce que le déni ça les énerve du fait de l'abus narcissique, une personne peut se narcissiser en créant une barrière de je m'en foutisme pour calmer les élans borderline. Une personne borderline génère des émotions parce que le narcissique est un endormi chronique, et que d'ailleurs narcissisme ça a la même racine que narcose, narcoleptique, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est sommeil. Donc le narcissisme c'est une forme de sommeil, c'est du somnambulisme existentiel, et donc quand on est face à ça, on se dit oh réveille-toi, tu vois. Donc c'est ça l'état borderline, c'est oh réveille-toi, tu vois. Et donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Et donc il y a un mauvais rapport entre les deux à cause de ça. Alors, je vois qu'on confond beaucoup aussi souvent les sociopathes et les narcissiques, les sociopathes et les psychopathes, les borderline et les sociopathes, les trucs comme ça. Mais chaque pathologie a sa catégorie propre. Il faut pas mélanger, parce que ça ne veut plus rien dire, ça n'a pas de cohérence. C'est d'ailleurs les narcissiques qui font ça, puisque voilà, eux ils veulent juste de l'attention, le fait qu'on comprenne, ils s'en foutent un peu. Donc tant qu'ils prennent la parole pour être vus et qu'ils sont contents, c'est ça qu'ils font. Donc voilà, ça va pas. Non, chaque truc il correspond bien à ce qui correspond. Et d'ailleurs, il faut avoir un comportement spécifique en fonction des pathologies. Alors dans cette vidéo aussi, je vais d'abord vous décrire les pathologies. Pour le comportement qu'il faut avoir, je suis encore un peu en recherche, je vais pas vous mentir. Donc je suis pas vraiment sûr de ce que je vais dire. C'est quand même hypothétique, mais je vais quand même le dire. Et puis après, je vous expliquerai quelque chose de spécifique qu'on ne voit pas sur Internet. Dans quel genre de monde on vivrait par rapport à chaque pathologie, sur la généralisée, quoi. C'est-à-dire si tout le monde portait la pathologie en question, dans quel monde on vivrait. Donc je parlerai de ça. Alors dans la description, j'ai déjà commencé pour les borderline. Donc borderline, c'est comme ça. Faut retenir bien ça, dérégulation émotionnelle, avec une moitié empathique et une moitié souffrante à cause de l'illusion narcissique. Narcissique, c'est faux self, donc développement d'un avatar de soi-même
sur lequel on va projeter que des qualités, enlever tous les défauts et être dans le déni de ses défauts et donc se déconnecter de sa conscience de soi pour ne garder que l'image de soi qu'on protège à tout prix pour éviter la honte et les émotions négatives, etc. Et donc impossibilité de se connecter à un autre être humain puisqu'on se déconnecte de sa propre humanité d'une certaine façon. Donc on nie l'extériorité tout en se confondant avec elle. C'est quelque chose de spécial comme ça. C'est-à-dire les narcissiques ne savent pas clairement délimiter l'individualité. Donc c'est pour ça que vous avez c'est un peu un trouble de la personnalité. C'est pour ça qu'il y a du mimétisme beaucoup et tout ça dans cette pathologie. Voilà. Alors vous avez donc j'ai fait borderline narcissique. Maintenant je vais parler des schizophrènes. Alors la schizophrénie, pour moi c'est une maladie qui est liée à la culpabilité, c'est-à-dire que là aussi il y a eu un abus mental, mais il y a eu une destruction complète de l'esprit logique qui crée une forme de paranoïa et donc de renfermement sur soi. Donc les schizophrènes ils sont en grande bataille avec eux-mêmes. Et souvent on dit que ce sont ces personnalités-là qui sont criminogènes et en fait on se trompe parce qu'il y a beaucoup de schizophrènes qui sont simplement en lutte avec eux-mêmes et qui se renferment et donc qui sont dans des endroits spécifiques pour ça ou alors qui sont dans la rue comme SDF ou voilà. Maintenant c'est vrai que dans la schizophrénie il peut y avoir de la violence en phase haute, c'est-à-dire qu'un schizophrène fait une crise d'hypernarcissisme, ce qui peut arriver par comment dire par compensation, parce que les narcissiques peuvent faire des décompensations du fait que leur faux self ne tient plus la route avec la réalité, et les schizophrènes ils peuvent faire une compensation, c'est-à-dire qu'ils se sont tellement niés eux-mêmes par rapport à leurs droits et d'existence, etc., qu'à un moment donné l'ego va sortir très fort et ça c'est une crise. Et donc dans ce cas-là il peut y avoir des dangers particulièrement, mais c'est pas eux les vraies personnalités criminogènes. C'est des personnes dans la triade noire pour moi. C'est eux qui font le plus de mal. Les narcissiques et les psychopathes sont quand même beaucoup plus subtils que les sociopathes, mais ça n'enlève rien à ce qu'ils font. Les narcissiques ils sont aussi ils sont pas très dans le physique, ils sont très psychologiques, c'est-à-dire qu'ils sont dans un narcissique qui va plus pousser quelqu'un au suicide plutôt que de l'agresser. Donc c'est quelque chose de ce style. C'est pour ça qu'on les voit pas trop, mais c'est des sales bêtes quand même, hein, il faut bien s'en rendre compte. Alors, voilà. Pour moi, la schizophrénie, ouais, c'est quand même quelque chose de complexe parce qu'il peut y avoir des hallucinations aussi du fait de la perte complète de logique et de renfermement sur soi tout en n'ayant pas confiance en soi. Donc il y a quand même pas mal de paradoxes là-dedans. Et les problèmes sont paradoxaux en maths et donc il faut les résoudre par la logique. Voilà. Alors, vous avez aussi l'autisme. Alors l'autisme, ça c'est plus un renfermement dans l'imagination et une genre de froideur de forme. Les autistes, en fait, ils ont un monde imaginaire très ouvert, très grand, et donc ils ont du mal à interagir avec l'environnement parce que c'est comme une corvée. Quand vous n'avez pas d'imagination, forcément, vous allez vous créer une vie intérieure mentale par l'aspect extérieur, c'est-à-dire que vous allez vers l'extérieur pour vous créer des souvenirs ou vous créer des émotions, etc. Par voie externe, ce qui fait que c'est comme ça que vous avez une vie intérieure. Les autistes, ils n'ont pas besoin de ça. Les autistes, ils ont déjà une vie intérieure propre. Et donc, ils doivent mettre en balance leur vie intérieure et la vie extérieure. Et quand la vie extérieure leur semble moins bien que la vie intérieure, ils préfèrent être renfermés sur eux-mêmes. C'est pour ça que vous avez des enfants autistes. Ils sont littéralement, les plus profonds, ils sont littéralement déconnectés de l'extérieur. Ils regardent en l'air comme ça. Et quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Vraiment, c'est... Alors, pour sortir les enfants de leur autisme et même les adultes, il faut rendre l'extérieur attrayant. C'est-à-dire qu'il faut créer de la positivité externe pour que l'autiste se dise c'est meilleur à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc je vais vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on sort les personnes de leur autisme. Voilà, c'est une petite parenthèse. Alors après, vous avez les sociopathes et les psychopathes. Alors ça, j'ai gardé les pires pour la fin quand même, parce que c'est vrai que au niveau psychologique, les
les narcissiques, ils pratiquent ce que j'appelle du terrorisme émotionnel, et c'est même pas moi qui ai inventé ce terme, c'est un coach en anglophone qui se dit self-aware narcissiste. Donc on est là-dedans. Ils jouent avec vos émotions, les narcissiques, et c'est cet esprit sadique qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils font ça. Alors donc vous avez les sociopathes. Alors les sociopathes, on les confond avec les borderline, avec les narcissiques. Pourquoi on confond les sociopathes avec les narcissiques? Parce que les sociopathes n'ont pas d'empathie non plus comme les narcissiques. Donc on a l'impression que c'est la même chose. Pourquoi on confond les sociopathes et les borderline? Parce que ils ont comme point commun l'impulsivité. Mais il y a une grosse différence. C'est que les borderline, ils sont impulsifs, mais ils détournent leur impulsivité sur une cible immatérielle ou quelque chose comme ça. Ils essayent de s'autogérer d'une certaine façon. Par exemple, un borderline, il peut faire une colère, il va s'en aller, il va aller faire un tour, quelque chose comme ça. Un sociopathe, sa colère, il la crache sur vous, c'est tout. Et il s'en fout. C'est-à-dire qu'il s'en fout. Vous devez bien comprendre la différence. Un borderline, il peut faire une connerie, puis faire « oh merde, je m'excuse », blabla et tout ça. Un sociopathe, il te destroy et il s'en fout. Voilà, tu peux jouer la victime, pleurer, tout ce que tu veux, il s'en fout complètement, un sociopathe. Donc c'est ça le manque d'empathie, mais ils sont méga impulsifs. Donc le profil sociopathique, c'est un profil qu'on retrouve quand même souvent en prison. Voilà, c'est très impulsif et voilà, très destructeur. C'est vraiment basé sur ça aussi. C'est aussi une dérégulation émotionnelle. Mais ce qu'il y a de différent avec les borderline, c'est le manque de logique et d'empathie aussi chez les sociopathes. Voilà. Alors après, vous avez les psychopathes. Pour moi, le profil qui dirige le monde actuellement, c'est le profil psychopathe. C'est pas le profil narcissique, contrairement à ce qu'on peut voir partout. Les narcissiques, ils sont trop émotionnels pour pouvoir porter des projets d'envergure. Parce que quand tu es trop émotionnel, t'es vite envahi et submergé à l'intérieur et tu décroches, tu deviens trop instable. Alors que les psychopathes, ils sont morts intérieurement, ils ont le néant à l'intérieur d'eux, donc ils sont pas vite déstabilisés, contrairement aux narcissiques. On va dire, les psychopathes, ils fonctionnent en logique sans ressenti, alors que les narcissiques, c'est un peu l'inverse, ils fonctionnent en ressenti sans logique. Et donc pour moi, c'est les psychopathes qui dirigent le monde actuellement. Et justement, par rapport à ça, je vais venir au genre de monde que vous auriez par rapport aux pathologies. Comme les psychopathes sont actionnaires majoritaires, ça ne veut pas dire totalitaires, mais actionnaires majoritaires, c'est-à-dire que c'est eux qui ont la main sur la réalité. Ça fait que on fait le monde à son image quand on est un leader. Donc plus on est pourri, plus le monde va être pourri. Plus on est quelqu'un de bien être construit, plus le monde sera à cette image-là aussi. Même si on n'est pas parfait. Donc il y aura toujours des défauts qui seront projetés à l'extérieur. Mais dans la psychopathie, la psychopathie que porte la personne va donc être projetée à l'extérieur aussi. Les psychopathes, ils sont très forts en logique, comme les autistes d'ailleurs. Il y a quelque chose en commun là-dedans. Sauf que les autistes, ils ressentent beaucoup. Les autistes, ils sont très émotionnels, contrairement à ce qu'on raconte. S'ils se ferment sur eux-mêmes, c'est justement parce qu'ils ressentent trop par rapport aux autres et tout ça. Ils sont vite tristes quand il y a des saloperies et tout. Donc, c'est ça qui fait qu'ils se renferment. Mais voilà, il y a un rapport à l'art qu'il y a dans l'autisme qu'il n'y a pas dans la psychopathie. Les psychopathes, ils sont vraiment statistiques, chiffres, bénéfices, et le reste, ils s'en foutent. C'est vraiment quelque chose de froid comme ça. C'est que de la structure. Mais comme je dis, un monde psychopathique, c'est ok, les psychopathes, ils sont forts en structure, on peut pas leur enlever ça. Par contre, tu peux créer une ville, donc t'es fort pour faire du management, voilà, pour créer la ville. Je vais pas rentrer dans les détails pour l'architecture, pour voilà. Mais par contre, t'as une ville fantôme, quoi. C'est des fantômes. Il y a personne, ou des zombies. Ce ne sont pas des humains construits et évolués, parce qu'en fait, la psychopathie, du fait qu'il n'y ait pas le ressenti, il n'y a pas l'individuation de la personne, et donc c'est des zombies, quoi. Et c'est un peu vers ce monde-là qu'on va, si vous regardez bien, parce que ce sont des psychopathes qui dirigent, donc ils sont forts sur les chiffres, les bénéfices tout le temps et de ça. Par contre, sur le bien-être quotidien, le bien-être au travail, le fait de prendre soin des institutions telles que
la santé, l'éducation, etc. Ils en ont rien à foutre. Ils pensent aux chiffres, d'accord? Donc c'est ça que vous devez retenir avec ces psychopathes. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vivrait si les psychopathes prenaient le pouvoir. Il y aurait plein d'architecture partout, mais il y aurait que des zombies partout, et l'être humain serait complètement en déchéance en tant qu'être. Voilà. Alors, si vous étiez dans un monde de sociopathes, vous seriez dans un film explosif, vous seriez dans un film d'action où tout explose partout, où tout le monde exagère dans tous les sens, où il y a de la violence partout. Voilà, ce serait un truc assez hallucinant, parce que les sociopathes, ils sont assez impulsifs et réfractaires à l'autorité. Alors, on peut être réfractaire à l'autorité avec une forme d'empathie, c'est-à-dire dire qu'on n'est pas d'accord, mais avec des arguments, parce que justement, ça ne profite à personne, cette façon de faire, à part au principal intéressé qui tire des avantages. Donc ça, c'est une forme d'empathie. Par contre, les sociopathes, ils sont pas réfractaires à l'autorité de la même façon. Les sociopathes, ils sont réfractaires à l'autorité de manière égoïste. C'est-à-dire, un sociopathe, il dit je fais ce que je veux et tu m'emmerdes pas, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, faut pas confondre. Alors, un monde où ce serait les borderline. Alors, un monde où ce serait les borderline, il y aurait quand même pas mal d'affection, parce que les borderline, c'est quand même des personnalités affectueuses et romantiques, mais il y aurait quand même beaucoup de crises de nerfs, quoi. Il y aurait beaucoup d'hystérie dans un monde borderline. Ce serait un monde quand même chaotique aussi de ce fait-là, parce que il faut quand même créer un certain détachement par rapport aux choses dans la vie, parce que si on est tout le temps dans une genre d'obsession, ça peut vraiment générer des soucis interactifs. Et donc, ce serait ça qui se passerait avec un monde borderline. Vous auriez à la fin trop de surcharge mentale générale qui créerait de l'angoisse à fond, parce que la personnalité borderline est fort angoissée. Et ce serait pas bon du tout. Il faudrait revenir à plus de froideur émotionnelle par rapport à cette dérégulation, sinon ce serait très chaotique aussi. Ce serait moins extraordinaire qu'avec des sociopathes, ça exploserait moins dans tous les sens, mais il y aurait beaucoup de drama, je dirais, beaucoup de drama romantique, quelque chose comme ça. Alors, un monde où ce serait les narcissiques, alors là, quel genre de monde ce serait? Ce serait un monde avec plein de gaslighting, plein de mensonges. D'ailleurs, on voit bien que les narcissiques ont quand même pas mal d'influence sur le monde aussi, puisque quand on voit le niveau de mensonges qu'il y a au niveau médiatique ou sur les réseaux partout, ou même dans la vie quotidienne aussi, en fait, on se pousse tous en dehors de la réalité. Ça veut dire que dans le narcissisme, chacun aurait une image de lui hautaine et grandiose, mais voilà, j'ai pas envie de sortir une insulte ou quoi, mais serait quelqu'un de pas autant élevé qui croit. Et donc, la réalité finirait par nous rattraper. Donc, il y aurait une dissociation de la réalité au départ, dans un monde narcissique, où il y a la grandiosité, puis il y aurait la réalité qui partirait dans l'autre sens. Et puis, cet écart deviendrait tellement grand et insupportable qu'il y aurait un grand chaos dépressif qui serait généré, et ce serait la grande dépression entre guillemets de générale. Donc ce serait un peu comme un crash boursier si vous voulez, mais au niveau humain, quoi. Au niveau relationnel et au niveau infrastructure aussi, il y aurait le même genre d'effondrement. Après avoir créé cette illusion s'effondrerait sur elle-même parce qu'elle ne correspondrait pas à la réalité. Ce serait quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas super affolant de voir ce qui se passe quand ce sont des pathologies. Si on était dans un monde schizophrène, alors là il y aurait beaucoup de paranoïa, d'angoisse, d'hallucinations, parce que dans la schizophrénie il y a aussi les hallucinations. Ça peut être des hallucinations visuelles ou des hallucinations auditives ou même des hallucinations au toucher. Il y a des personnes qui ressentent des trucs au toucher, des frissons, des choses ainsi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, puisque j'ai mis ce pull-là, j'aimerais préciser que par rapport à la vision des soucoupes volantes et tout ça, vous pouvez avoir ce genre de phénomène. Pourquoi? Parce que dans le ciel, vous pouvez pas forcément identifier ce que vous voyez, et donc vous pouvez douter. Par contre, si vous avez déjà une croyance qui vous fait aller dans le sens de ce que vous voulez voir, vous allez voir ce que vous voulez voir. Si vous n'avez pas un esprit logique
qui reforme les images dans votre cerveau. Et donc, les esprits qui ont une absence de logique, tels que on peut voir dans le narcissisme, à moitié chez les borderline, qu'on peut voir chez les schizophrènes, qu'on peut voir aussi chez les sociopathes. Voilà, quand il y a une absence de logique, le cerveau va créer une image qui correspond à ce qu'on veut voir et pas à ce qu'on devrait voir. Vous voyez la différence. Et donc, par rapport à ça, une personne peut voir un objet dans le ciel et dire tout de suite que c'est une soucoupe volante parce que c'est ce qu'elle voudrait voir, mais c'est pas ce qu'elle a vu réellement. Voilà, c'est son cerveau qui reforme les images. Et dans les hallucinations visuelles, vous avez ça en fait. Vous avez le cerveau qui reforme des images en fonction de ce que vous voulez voir. Et donc, les personnes ne sont pas, ne mentent pas quand elles disent ça, mais c'est le rapport que leur cerveau a avec la réalité qui est problématique. C'est pas qu'elles mentent forcément, mais faut pas prendre ça pour la vérité, quoi. C'est ça que je dis. Alors, c'est possible que voilà, peut-être il y a des trucs qu'on sait pas et tout. Moi, je remets pas ça en question. Mais j'essaie de faire la part des choses correctes. Il faut avoir la vision juste, je pense. Donc, c'est pas parce que des gens déconnent que tout est faux, mais c'est pas parce que comment dire. Enfin voilà, vous m'avez compris quoi. J'arrive pas à trouver l'antagoniste, mais faut juste milieu quoi. Parfois les personnes peuvent avoir raison et on sait pas ce qui se passe. Parfois elles ont tort parce que en fait c'est une image qu'elles se font elles-mêmes. Voilà, en gros c'est ça. Alors donc un monde schizophrène sera un monde très paranoïaque où tout le monde serait très renfermé et aurait vraiment peur et il y aurait pas d'infrastructure du fait qu'il y aurait très peu de relations sociales constructives ou alors ça pourrait dériver aussi vers des choses mystiques qui sont en dehors de la réalité. Ça pourrait devenir dangereux aussi. C'est à peu près la même chose que le narcissisme avec la confiance en soi et l'arrogance en moins, on va dire. Mais il y aurait quand même beaucoup de culpabilité, donc les gens seraient pas audacieux, quoi. Ce serait un monde vraiment fermé sur lui-même. Alors, parce que dans le narcissisme, il y a de l'audace qu'il n'y a pas dans la schizophrénie. Et donc, pour terminer, dans quel monde on serait si on vivait dans un monde autistique? Alors les autistes, comme je dis, ils adorent leur imagination, donc il y aurait une genre d'interconnexion virtuelle entre chacun, mais chacun vivrait en lui-même. Donc chacun aurait un genre de casque virtuel devant ses yeux, mais on serait tous interconnectés par ce casque virtuel, et on aurait un grand écran géant avec l'univers ou quoi, ou Eywa comme dans Avatar, quoi. Ça veut dire que chaque individu serait connecté au grand Eywa qui connecterait lui-même tous les individus entre eux. Mais on serait vraiment très éloigné de la réalité parce que aussi les autistes peuvent avoir des problèmes avec la réalité du fait qu'ils préfèrent leur imagination. Mais par contre, on dit que souvent que les autistes n'ont pas d'empathie. En fait, c'est faux parce que dans l'autisme, on se construit à l'intérieur pour comprendre dans ses profondeurs ce qu'on est en tant qu'être humain, ce qui fait qu'on peut projeter à l'extérieur la compréhension d'un autre être humain de par ce fait. Il y a un esprit logique qui est préservé dans l'autisme et qui n'est pas préservé dans d'autres formes d'illusions. Donc c'est cet esprit logique qui peut rattacher à l'empathie. Après c'est vrai qu'au niveau interaction sociale de forme, les autistes ils sont nuls quoi. Il faut dire ce qui est. Voilà, par exemple, les narcissiques au niveau de la forme, ils sont très très forts. Il faut reconnaître ça, c'est la vérité. Les narcissiques, tout ce qui est déclamation, comédie, etc., ils sont hyper forts. Ils sont beaucoup moins forts en lecture interne. Par contre, les autistes, c'est un peu l'inverse là-dessus. Et parfois, on peut confondre les deux parce que il y a une forme d'illusion. Donc, on se dit, oui, on peut confondre un autiste et un narcissique parce que il y a quelque chose du rapport à l'illusion, sauf que dans l'autisme, c'est l'imagination, et dans le narcissisme, c'est le faux self qui se construit par mimétisme en allant chercher à gauche, à droite des trucs. Et voilà. Donc c'est quand même différent. Mais voilà, le monde autiste, il serait quand même triste aussi, parce qu'on serait tous dans le virtuel, et ça finirait quand même aussi par s'effondrer, que chacun soit en lui-même et parle pas vers l'extérieur, et qu'on regarde tous en l'air comme ça. Sans se parler, vous voyez, ce serait quand même pas bon. Et en fait,
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je vois la psychologie comme une genre de toile d'araignée, c'est-à-dire que chacun, on a tous les pathologies, possiblement, mais on ne les développe pas dans le sens où on est équilibré. C'est-à-dire la toile, elle a ses fils et notre cerveau, il se situe au milieu. Et notre intelligence et tout ça. Quand il y a un fil qui craque, la toile s'affaisse vers un côté. Donc en fait, si on a une pathologie, ça veut dire qu'il y a un antagoniste de notre pathologie qu'on renie en soi ou qu'on a perdu ou quelque chose comme ça, ce qui fait qu'on s'oriente vers une pathologie en particulier. Et pour revenir au centre, il faut accepter d'aller vers l'antagoniste de ce qu'on est actuellement quand on porte une pathologie. Par exemple, si on est trop renfermé vers l'intérieur, c'est quoi l'antagoniste de ça? C'est l'extérieur. Donc, pour s'équilibrer, il faut aller vers l'extérieur. Quand on est trop centré sur l'extérieur et qu'on se nie soi-même, c'est quoi l'antagoniste de ça? C'est l'intérieur. Donc, il faut revenir plus vers l'intérieur. Donc, comme ça, vous comprenez un peu ce que j'essaie d'expliquer. Voilà, donc, et au niveau, maintenant, pour terminer la vidéo, au niveau des comportements qu'il faut avoir avec les pathologies, en fait, il faut comprendre que chaque pathologie a sa langue. C'est comme des cultures, des domaines, des cultures propres, et que si vous n'adoptez pas le langage spécifique, vous ne pouvez pas communiquer. En fait, quand on a un esprit ouvert et équilibré, on est assez ouvert pour communiquer avec la différence, et donc c'est là où la communication active peut se faire par rapport à cette organisation interne et structurée et externe aussi. Mais quand il y a une pathologie, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'enfermement et donc d'assignation à résidence, entre guillemets, on pourrait le dire comme ça. Et donc, il faut que vous entriez dans la façon de penser d'autrui pour pouvoir communiquer avec. C'est pour ça qu'il y a des gros problèmes entre les gens, c'est parce que, par exemple, si vous avez deux personnes qui portent une pathologie, elles parlent un langage différent. Et donc, à un moment donné, c'est comme si vous parliez à quelqu'un qui parle une autre langue, il vous dit un truc, vous comprenez autre chose, puis vous faites quoi? Qu'est-ce qu'il se fout de ma gueule ou quoi? Et puis à la fin, ça part comme ça, vous voyez. C'est pour ça que c'est bien de retourner à l'essentiel du langage. L'essentiel du langage, c'est dans la langue, c'est ça que je dis, donc c'est dans la structure interne. Et donc, parfois on parle pas la même langue qu'une autre personne, mais on va faire des signes. Et donc elle va comprendre ce qu'on veut dire, parce qu'avec nos mots, elle comprend pas ce qu'on dit. Ou alors avec des émotions, genre comme ça, des trucs, enfin voilà. On peut apprendre à faire plein de trucs pour communiquer. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment un très gros progrès, parce qu'on parle tout le temps des trucs mauvais et tout. Mais un super progrès, moi je trouve, c'est la traduction par Internet et tout ça. Le fait qu'on mette de la traduction partout. Et peut-être qu'un jour, on pourra avoir un traducteur en direct chacun. Peut-être par nos écouteurs sur le téléphone portable, grâce aux intelligences artificielles qui traduiront en direct quand elles seront plus développées. Et voilà, il y a des gens, ils vont dire ouais, mais ça empêche d'apprendre la langue soi-même et tout ça. Écoutez, ne soyez pas hypocrite là-dessus. Vous avez vu le nombre de langues qu'il y a dans le monde, ou quoi? Vous pensez sérieusement que vous allez toutes les apprendre? Non. Donc c'est vraiment très pratique de créer une traduction par intelligence artificielle. Vraiment, c'est un progrès de fou. Vous pouvez pas vous imaginer le progrès en communication qu'on ferait. Je pense que si Tesla il voyait ça, il serait heureux de voir ça, parce que lui, il a beaucoup travaillé sur la télécommunication. Je suis sûr que pour lui, ce serait un progrès génial, parce que justement, ça diminue les conflits et les violences de pouvoir tout traduire comme ça, parce qu'en fait, on se comprend, on comprend où on veut en venir et tout ça, et donc ça diminue la paranoïa, parce que c'est souvent la paranoïa qui devient un mécanisme de défense, de survie existentielle, ce qu'on veut. Et parfois, ça démarre d'un malentendu, les conflits. Donc, c'est juste parce qu'on ne s'est pas compris qu'il y a un conflit. Donc, on diminuerait déjà beaucoup, un grand nombre de conflits par le fait de savoir traduire les intentions, les trucs et tout ça. Après, ça veut pas dire qu'il faut pénétrer dans le jardin secret des autres, hein. Moi, je suis pas pour ça. Je suis pour quand même la propriété privée un minimum. C'est-à-dire que moi, je suis pas... j'avais fait la Rose des Vents, dont je reparlerai. D'ailleurs, je vais faire toute une vidéo sur ça. Je suis ni communiste excessif, ni capitaliste excessif. Donc, pour moi, il faut une propriété privée, mais pas à l'abus, comme on le voit dans le capitalisme excessif.
Mais il en faut quand même une, comparé au communisme excessif qui veut retirer la propriété privée et que tout appartienne à tout le monde ou je sais pas quoi, où il n'y a pas de limite. Pour moi, ça c'est un monde qui serait chaotique aussi, contrairement à ce qu'on croit. C'est une illusion qu'on se fait parce qu'on vit dans un système capitaliste excessif, mais c'est pas pour ça que son extrême serait mieux. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce serait pas terrible. Alors, voilà, en gros. Ah ouais, non, je devais parler des comportements. Ouais. Euh, L'insécurité, elle a besoin de réconfort. Le problème, c'est que soi-même, on a besoin de sécurité. Donc, c'est compliqué à gérer en fait. C'est comme un genre de capital qu'on peut partager, mais si on n'a pas de retour, si on dépense sans retour, on finit par être vidé. Donc c'est une genre de gestion à avoir là-dessus. Euh, c'est pour ça que l'effort sur soi-même, il est important, parce que l'effort sur soi-même, c'est un peu comme miner de la crypto-monnaie. Quand tu fais de l'effort sur toi-même, tu es en train de creuser dans tes mines intérieures et tu trouves des éléments qui te permettent de créer une structure interne et en fait quand c'est ça, faire l'effort sur soi-même, c'est faire du minage. Donc tu te crées un autocapital interne si tu veux. Après tu peux le partager ou tu peux le garder pour toi. Le problème c'est quand on partage trop, on dit les gens trop gentils, ben c'est là qui se vide. Et donc quand t'es fauché, soit tu fais tu remines à l'intérieur de toi, ou alors tu obligé d'aller chercher à l'extérieur. Et tu passes pour la mauvaise personne à cause du fait que tu as été trop généreuse. C'est comme une entreprise. Si une entreprise offre ses produits gratuits, les gens ils viennent comme des sauterelles, ils pompent tout. Et l'entreprise ferme parce qu'elle fait faillite, puisqu'elle sait pas soit racheter à son fournisseur, soit payer ses sponsors, soit elle-même n'a plus assez de moyens pour s'auto rétablir. Voilà, donc c'est ça la faillite. Donc au niveau individuel, il peut se passer la même chose. Donc au niveau des comportements, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il faut savoir mettre des limites. Voilà. Alors je dirais que avec les personnalités borderline, comme elles sont en insécurité, mais qu'elles sont de bonne volonté et que c'est par cette bonne volonté qu'elles se sont fait abuser par des personnalités narcissiques, il faut être affectueux, je pense, avec les borderline. Il faut les resécuriser. Et si vous arrivez à les resécuriser grâce à la logique, l'état borderline va disparaître, c'est-à-dire que l'illusion narcissique va s'estomper petit à petit jusqu'à rééquilibrer la personne. Alors avec les narcissiques, vous devez faire autrement. C'est ça qui est compliqué, c'est que vous devez d'abord enlever le faux self, et donc vous allez devoir lutter contre. C'est pour ça que ça sert à rien d'être trop gentil avec les narcissiques. Je dis pas qu'il faut être maltraitant et tout ça, c'est pas ça que je dis. Je dis il faut être assertif avec les narcissiques, c'est-à-dire un non, il est catégorique avec un narcissique. C'est pas un non qui se transforme en oui, mais je sais pas quoi, parce que là ils pensent qu'ils ont le dessus sur vous. C'est exactement ce qu'ils font au borderline d'ailleurs. À borderline, c'est quelqu'un qui dit non, là j'en ai marre, et puis qui fait demi-tour, qui fait ouais non, finalement je m'excuse, et donc là, il y a une prise de confiance de la part du narcissique. Et donc, vous devez être assertif. En gros, pour réparer, entre guillemets, ou prendre le dessus sur un narcissique, vous devez être comme un psychopathe presque. Vous devez amoindrir vos émotions jusqu'à la froideur et vous devez être catégorique. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Mais les narcissiques, dans un certain sens, ils ont aussi besoin d'affection. Donc, vous devez être affectueux tout en étant capable d'être assertif, parce que c'est l'assertivité, c'est-à-dire être sûr de soi mais pas agressif, qui va créer la limite, parce que les narcissiques, c'est une personnalité fluide qui n'est pas fixée, et donc c'est l'assertivité qui va la fixer, si vous voulez. Voilà. D'ailleurs, je pense que il y a ce qu'on appelle la thérapie froide pour les narcissiques. Donc vous voyez bien, c'est ça, c'est ce truc froid. Et il paraît que ça marche bien. Donc voilà. Pour les sociopathes, vous devez vraiment être très affectueux, parce que eux, ils sont tellement impulsifs, ils ont souvent des vécus très compliqués, que ils supportent pas le manque de respect, tout ça. Donc ils peuvent être très destructifs. Donc vaut mieux être affectueux, mais pas affectueux dans le sens je vais m'occuper de toi, mais affectueux dans le sens je te comprends, quoi. C'est pour dire je comprends ton point de vue, etc. Et vous devez avoir un côté maternel et pédagogique avec les sociopathes, parce que si vous faites l'inverse, ça va vous retomber dessus très très fort,
Et vraiment, je dis ça pour vous protéger parce que eux, ils ont pas peur des conséquences. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, ouais, moi, je me protège derrière une certaine puissance des trucs et tout ça, mais il y a des personnalités comme celle de la triade noire qui s'en foutent de ça. C'est-à-dire qu'elles vont passer outre. Donc, vaut mieux pas trop provoquer. C'est ça que je dis. Ça sert à rien d'être là-dedans. Alors, pour parler aux psychopathes, alors eux, c'est les plus spécifiques, et c'est d'ailleurs pour ça que, pour moi, ils sont dominants dans le monde actuel, c'est que vous devez parler en logique. Si vous commencez à mettre du sentiment, à dire, de mettre de la tristesse ou de la joie, des trucs, mais vraiment des trucs émotionnels, ils vont pas vous prendre au sérieux, ils vous écouteront pas. Et ils vont se détourner, ils vont partir, ils en auront rien à foutre. Les psychopathes, vous devez leur parler dans leur langage, c'est-à-dire en chiffres, en statistiques, en bénéfices et tout ça. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui sont choqués parce qu'ils arrivent à voir que certains autistes peuvent parler avec des psychopathes et ils se disent comment il fait, les psychopathes aussi alors? Non, c'est parce que c'est une forme de langage que les autistes savent pratiquer aussi, mais eux, ils ressentent. Donc, il y a quelque chose qui va bloquer entre l'autiste et le psychopathe, c'est au niveau du ressenti. L'autiste va sentir que le psychopathe, il est incapable de considérer l'individu en tant que lui-même, et qu'il fait beaucoup trop de généralités, et qu'il intellectualise tout, et qu'il n'est pas capable de se mettre en situation par rapport à quelqu'un. Par exemple, un psychopathe, on va lui dire, oui, si là, il y a autant de gens qui vont avoir des gros problèmes, mais de l'autre côté, il y a autant de gens qui vont avoir des gros problèmes, et là, on peut tirer un bénéfice, il dit, ou alors, on tire pas de bénéfice et aucun n'aura de problème. Le psychopathe va dire, bah là, il y a du bénéfice, bah vas-y, on y va, on s'en fout. Et donc, la personne autiste, elle va bloquer là-dessus, elle va dire, moi, j'aurais pas choisi ça, tu vois, genre, au niveau logique, il y a quelque chose qui est décalé, c'est-à-dire que les psychopathes, leur logique s'effondre du fait qu'ils sont incapables de percevoir leur intégration personnelle dans les démarches structurelles du monde, si vous voulez. Ils font comme s'ils étaient détachés d'une certaine façon, un peu comme les narcissiques d'ailleurs, sauf que eux, c'est un détachement froid, alors que les narcissiques, c'est un détachement centré sur soi et ses émotions. Donc c'est autre chose. C'est assez compliqué. Mais voilà, donc si vous voulez parler de langage psychopathique, il faut que vous parlez en chiffres. Si vous parlez pas comme ça, ils ne vous écouteront pas. Et d'ailleurs, on confond souvent des sociopathes et des psychopathes aussi. Pour moi, ça n'a rien à voir. Sociopathes, c'est vraiment les personnalités antisociales. Psychopathes, ils sont pas antisociaux dans le sens où ils savent gérer leurs émotions. Donc au quotidien, quand tu as une personne qui est pas là en train de gesticuler, de faire des crises, tu te dis c'est une personne de confiance. En fait, pas forcément. Hein. Faites attention parce que vous allez voir des personnes qui sont assez froides et à votre écoute. Les empathiques, en fait, c'est des gens qui vont se sentir concernés par ce que vous racontez, donc ils vont se mettre à votre place. Vous allez voir qu'ils comprennent en se mettant à votre place. Les psychopathes, vous allez voir que simplement ils vous écoutent, mais ils ne disent rien. Donc, en fait, ils avalent vos émotions un peu comme un trou noir avale l'énergie de l'étoile, si vous voulez. Un psychopathe, il est mort intérieurement, il est anéanti. Donc, un psychopathe, il écoute ce que vous dites. Donc, il atténue vos émotions, mais pour autant, il vous comprend pas pour autant. C'est ça que je dis. Il se sent pas concerné par vous et tout ça. Donc, c'est ça que vous allez ressentir aussi. Vous allez ressentir une certaine froideur et une certaine mort au niveau du ressenti interactif. Voilà, donc c'est ça que j'aimerais dire. Alors voilà, chacun a son langage. Le narcissisme, c'est le langage du moi-je, donc il faut que vous soyez concerné vous-même par des passions, des trucs, et que vous soyez centré sur vous, et vous dites à un autre narcissique, oh, je suis centré sur moi, super, toi aussi, super, on s'entend. C'est un peu ça. Borderline, c'est plutôt le langage affectif, un peu romantique, je dirais. Voilà, borderline, il kiffe ça. Les schizophrènes, c'est plus ce qui est mystique, tout ce qui est surnaturel et tout ça. Ça, c'est un peu leur langage. Les autistes, alors, les autistes, ils aiment bien l'art, ou alors tout ce qui est logique aussi.
Avec eux, vous pouvez parler dans cet éventail-là. Généralement, les autistes, comme ils passent beaucoup de temps avec eux-mêmes, et ce serait triste que ce soit le contraire, bah, ils ont évolué au niveau interne, au niveau de leur ouverture d'esprit. Donc il y a beaucoup de sujets desquels on peut parler avec eux, sauf s'ils sont renfermés sur eux-mêmes et qu'ils veulent pas parler aux gens. Donc là, du coup, c'est difficile de leur parler. S'ils sont en mode introverti, timide et tout ce que vous voulez, voilà, c'est compliqué. Faut être patient alors à ce moment-là. C'est pour ça que c'est un sale défaut et que c'est quand même une pathologie à l'autisme, parce que c'est un peu vanté aujourd'hui et tout ça. Ah, peut-être j'y suis un peu pour quelque chose, et d'autres aussi, mais voilà, il y a quand même des sales défauts là-dedans aussi, comme pour les autres, sinon ce serait pas une pathologie, hein. Au niveau de l'autonomie externe, par exemple, les autistes, ils ont de très gros problèmes, autant que les narcissiques en autonomie interne. Donc vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec ça aussi. Euh, L'autonomie interne, ben, c'est avoir son propre esprit critique, c'est sa façon de penser. L'autonomie externe, ben, c'est savoir où aller, que faire pour s'établir un bon quotidien. Voilà, les autistes, ils ont du mal par rapport à ça. Donc ça, il faut le savoir. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça va faire 1 heure. J'avais dit que je ferais une vidéo plus courte, mais finalement, c'est quand même dur d'en faire là-dessus. Euh, ouais, j'étais par rapport au langage qu'il faut exprimer. Ben, les autistes, il faut être attractif, il faut être assez gentil, montrer qu'on veut pas, qu'on n'est pas dans une dissociation malsaine, sinon ils se renferment tout de suite parce qu'ils le voient les autistes. Donc il faut être bienveillant pour de vrai, et pas avec un faux self, parce que ça ils vont repousser. Alors donc j'ai parlé du langage des psychopathes, des sociopathes, des borderline, des narcissiques, des schizophrènes, bah, j'ai tout dit, donc je vais terminer la vidéo là-dessus. J'espère que ce petit tour dans la psychologie sombre vous aura appris beaucoup de choses, parce que ce sont des zones non éclairées du cerveau où il y a du danger. C'est un peu comme dans Pitch Black, il faut un peu avoir les yeux de Riddick pour voir dans la nuit. Mais il y a du danger dans ces zones psychologiques, parce que c'est des états de déséquilibre, si vous voulez. Donc le but toujours, c'est de rétablir l'équilibre, comme je l'ai expliqué. Donc si on est concerné par une des pathologies, il faut s'orienter vers l'antagoniste de ce qui nous concerne pour retrouver le juste milieu. Et voilà. Par exemple, si vous vous affaissez, que vous êtes trop dans la culpabilité, ben, il faut reprendre confiance en soi pour retirer de la culpabilité. Si vous êtes trop dans la confiance en vous, justement, gratuite, alors que vous n'accomplissez pas grand-chose, ben, il faut baisser sa confiance en soi, revenir à de l'humilité et se dire, je me mets à accomplir des trucs et je ne serai fier de moi que quand j'aurai accompli quelque chose. Voilà, vous avez plein de schémas comme ça. À chaque fois, vous devez trouver le point d'équilibre et regarder ce qui va pas, dans quel extrême vous êtes. Voilà, c'est ça le principal vraiment en psychologie et dans tout le reste d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai terminé cette vidéo super lourde, parce que vraiment c'est lourd de penser à ça. Franchement, enfin il y a pire, hein, il y a pire. Je vais pas me plaindre. Par exemple, les sujets actuels en géopolitique et tout, c'est vraiment le pire du pire. Mais justement, je pense que en comprenant ce genre de choses, ça peut aussi aider par rapport à ces sujets-là, parce qu'on comprend mieux beaucoup de choses aussi, parce que la psychologie, c'est quand même une partie du monde, parce que vous avez la partie qui est réelle, c'est-à-dire notre présence, mais après vous avez la partie métaphysique, qui est la psychologie, et cette part métaphysique, elle a un rapport avec la quantique, c'est-à-dire avec la perception des choses qui permettent des états de modification aussi. Et voilà, donc comme je l'avais dit, il y a une moitié du monde qui est quantique, et il y a une moitié du monde qui est objectif. Donc vous avez la moitié du monde qui se base sur le concret, le solide, et vous avez une moitié du monde qui est beaucoup plus fluctuant, mais qui peut se structurer, se déstructurer ou quoi, et ça a à voir avec la perception, ça. Donc voilà. Je pense que l'essentiel est dit, je vais vous laisser, je vais pas en rajouter. Voilà, passez une bonne soirée.